Dans les guerres modernes, la supériorité aérienne est essentielle. Pour contrôler le ciel, les armées de l'air se sont dotées des appareils les plus évolués jamais construits. Cet avion, le F-15 Eagle, a été construit dans un seul but, la supériorité aérienne absolue. Il devait contrer la menace des chasseurs soviétiques MiG au plus fort de la guerre froide dans les années 1970. Premier avion de combat capable de repérer et d'abattre un avion ennemi à plusieurs kilomètres et d'engager un combat tournoyant, il est encore en service et il n'a jamais perdu un combat air-air. C'est la référence pour tous les avions de combat modernes. Utilisé lors des deux guerres du Golfe Persique, le F-15 patrouille maintenant la côte ouest américaine où la Garde nationale aérienne de l'Oregon est à l'affût de toute menace potentielle à la sécurité nationale des États-Unis. Le major Dale Bennett, surnommé Mogas, et le major Paul Fitzgerald, surnommé Snap, deux anciens pilotes de ligne, font partie de la Garde nationale aérienne depuis 3 ans. En état d'alerte jour et nuit, ils effectuent régulièrement des vols d'entraînement en F-15. Le F-15 est un avion assez incroyable. Il a été conçu à la fin des années 50 et 60. Il est sorti de l'usine au milieu des années 70. Il est donc utilisé depuis longtemps. C'est un avion assez puissant, conçu pour dominer le ciel, dans les combats aériens surtout. Il n'a jamais connu la défaite au combat et je ne pense pas que ce sera pour bientôt. Le F-15 est livré en 4 versions, dont un bombardier, mais le meilleur appareil est l'avion de combat air-air comme ceux de Mogas et Snap. C'est un appareil imposant construit pour abriter le radar monté dans la partie avant. L'avion a une envergure de 13 mètres, une longueur de près de 20 mètres et la garde au sol sous l'empennage est de 6 mètres. C'est donc un assez gros avion de la taille d'un court de tennis. En plus de leur patrouille, les pilotes de la Garde nationale aérienne effectuent des vols d'entraînement. Mogas et Snap planifient un combat aérien simulé pendant lequel ils vont tenter de verrouiller leur système d'armement l'un contre l'autre. Les pilotes de première ligne accomplissent un travail dangereux. À chacune de leurs patrouilles, ils risquent d'être confrontés à un ennemi et de s'engager dans un combat mortel. Ma mission consiste alors à n'en faire qu'une bouchée. En fait, il faut tuer, sinon on se fait tuer. Heureusement, je pense que nous nous sommes tous faits à l'idée que c'est l'avion et non l'adversaire qu'on détruit. Si notre siège d'éjection fonctionne, tant mieux. Sinon, cela fait partie des dangers que l'on côtoie tous les jours. Le F-15 a été le premier avion de combat capable d'engager un combat en mode rapproché ou à plusieurs kilomètres. Nous avons 2 modalités de combat, à portée visuelle et bien sûr au-delà de la portée visuelle. À portée visuelle, j'ai un canon de 20 mm dans le bord de l'aile. À plus grande distance, à quelques kilomètres, on recourt aux missiles à guidage thermique. Et à plus grande portée, on dispose de missiles air-air à portée moyenne, appelés AMRAAM. Mais le grand avantage du AMRAAM, c'est sa capacité d'anéantir l'adversaire, de le réduire en pièces. Propulsé par 2 énormes moteurs générant une poussée totale de 21 000 kg, le F-15 peut atteindre 3 000 km à l'heure. La poussée de ces avions est phénoménale. Ils décollent du sol et nous emmènent là où on doit aller vite. Le plus grand avantage de cette poussée par rapport au poids,
c'est d'effectuer des virages à grande puissance. On peut non seulement tourner aussi vite que l'on veut, mais soutenir ce virage pendant un combat. Il faut parfois effectuer 3 ou 4 virages complets pour parvenir à se positionner derrière l'ennemi, dans une zone d'activation de l'armement, pour lancer un missile ou faire feu. Mais les virages à grande vitesse exercent d'énormes pressions appelées force G sur les pilotes. Une force d'un G étant équivalente à la gravité normale. Lorsque le pilote effectue un virage à plusieurs G, le poids de son corps est multiplié d'autant. À 6,5 G, un pilote de 76 kg a l'impression de peser 6,5 fois plus, soit près de 500 kg. Pour supporter pendant un certain temps les forces de 9G que l'avion peut produire, nous avons de nombreux équipements à notre disposition. Cette veste de vol tactique est gonflable. Elle réduit la pression sanguine dans la poitrine et cela pousse le sang vers la tête. Autre élément encore plus important, le pantalon anti-G, qui serre les jambes et fait remonter le sang des membres inférieurs vers la poitrine et vers la tête. Cela, bien sûr, afin de maintenir la circulation sanguine dans la tête et les yeux, pour qu'on puisse voir et penser. On ne veut pas toucher aux commandes d'un avion quand on est inconscient. Les pilotes portent également un casque et un masque à oxygène en cas de dépressurisation du cockpit à haute altitude. Mais le F-15 a vieilli. Pendant chacun de ses vols, le vieil avion effectue des manœuvres extrêmes qui soumettent la cellule à d'énormes stress. Le F-15 nécessite donc un entretien constant. Il faut beaucoup plus qu'un pilote pour faire voler un F-15. Une équipe de plus de 30 personnes hautement qualifiées s'affaire en coulisses pour maintenir chaque avion en état de vol. L'âge de l'avion détermine l'entretien qu'il requiert. Cet avion a plus de 20 ans et il relève des défis uniques qui soumettent le métal à d'énormes stress. Il n'a pas été conçu pour durer aussi longtemps. Pour chaque heure de vol, l'avion requiert au moins 10 heures d'entretien, y compris les essais des turbines dans un hangar insonorisé. L'équipe de techniciens peut enlever la turbine de l'avion et l'amener au centre d'essai en moins d'1 heure. Grâce à la compétence de l'équipe d'entretien, les avions sont prêts pour les exercices de vol de MOGAS et de SNAP. Le premier F-15 a volé en 1972. On en a construit plus de 1200 et 500 appareils sont encore en service aujourd'hui. Cet avion date de 30 ans et il y a encore des pays qui tentent de construire des avions pour se défendre contre celui-ci en particulier. Et je pense que c'est à cause de l'attention continue dont cet avion a fait l'objet pendant toutes ces années afin de le maintenir à la fine pointe. MOGAS 1 et 2 AB, ascension à 1-5000 autorisé, départ et câble paré, vent 2-6-0 à 6, piste 2-8 gauche, autorisé à décoller, changement pendant le départ. MOGAS 1, prêt à décoller. Une brève question, quelle est la fréquence au départ? Fréquence au départ 299,2 pour MOGAS 1 et 2. 299,2 pour MOGAS, MOGAS plus 9. Quand on arrive au bout de la piste, on file à 500, 650, 800 km à l'heure. On s'élance droit dans le ciel et c'est toute une sensation, comme si on était au sommet d'une fusée. En bout de piste, on rentre le train d'atterrissage et les volets, et on est paré à monter tout droit, à la verticale, vers le ciel. On peut faire un beau virage à 7G. C'est une ascension très rapide. Ça réveille le matin. La post-combustion peut propulser le F-15 à une altitude de 5000 mètres, 5 km, en moins d'1 minute à 2 fois la vitesse du son. Mais il y a un prix à payer.
Quand on utilise la post-combustion, on accroît son rayonnement infrarouge ou sa signature thermique. La signature thermique, ou infrarouge, rend le F-15 vulnérable aux missiles à guidage thermique lancés à partir du sol ou d'un avion. On doit aussi consommer beaucoup plus de carburant brut pour activer la post-combustion. Le désavantage de la consommation accrue de carburant s'ajoute donc à celui de la signature thermique. Parvenus à une altitude de 10 000 mètres, Mongas et Snap commencent leur entraînement au combat tournoyant. Ils alternent dans les rôles de chasseurs et de proie. Un avion joue le rôle de l'ennemi, tandis que l'autre le poursuit et tente de verrouiller son système de guidage des armements contre lui. Lorsque l'avion chasseur verrouille la cible, il marque un point. Un point pour Mongas. S'il s'agissait vraiment d'un intrus, il n'en resterait que du métal carbonisé et de la fumée. Même si le F-15 a nettement dépassé sa date limite, il va rester l'avion de combat de prédilection de l'armée de l'air américaine jusqu'à l'entrée en service de son successeur dans 10 ans. Je pense qu'il domine encore le ciel. D'autres avions font sans doute certaines choses un peu mieux, mais dans l'ensemble, cet avion demeure l'un des meilleurs du monde. Et il va probablement le rester jusqu'à l'arrivée du nouvel avion. C'est un très bel avion. Je ne pense pas que de tout temps, les hommes puissent construire un plus bel avion. Et c'est un véritable plaisir de le piloter. Le F-15 a fait ses preuves au combat bien des fois. Mais il a un énorme désavantage. À cause de sa taille et de son poids, il requiert une piste de 2,5 km. Il ne peut donc pas décoller des petits aéroports près des champs de bataille. Ce problème a été réglé par les Britanniques lorsqu'ils ont conçu le Harrier à décollage vertical, un avion qui n'a besoin d'aucune piste. Il peut effectuer des manœuvres qu'aucun autre avion en service ne peut faire. Il peut décoller à la verticale, il peut décoller d'une piste courte, il peut même faire du vol stationnaire. Le Harrier, qui a vu le jour dans les années 60, a révolutionné la conception des avions de combat. Plus de 800 Harriers ont été utilisés dans le monde, sur la terre ferme et en mer. Je suis le commandant d'aviation Jim Provo. Je suis pilote de Harrier, de l'escadron numéro 1. Je vole depuis une douzaine d'années. J'ai joint le groupe du Harrier en 1994. Le Harrier a été élaboré il y a plusieurs années pendant la guerre froide. Il a été conçu pour décoller à partir de très petites surfaces et se poser à la verticale quand il n'y a pas de piste utilisable. Cet avion a été conçu pendant les années 1950 et pourtant on l'utilise encore au XXIe siècle. Ce qui rend le Harrier si spécial, c'est le fait qu'il peut se poser à la verticale. Il peut se poser sur un navire ou dans une clairière, ce qui en fait un avion très spécial. Ce qui permet au Harrier d'accomplir ces manœuvres incroyables, c'est son extraordinaire système de propulsion. Il y a 2 entrées d'air, mais un seul moteur, un puissant Pegasus de Rolls-Royce. Il faut d'abord noter que le Harrier a un seul moteur. On fait souvent l'erreur de penser qu'il en a 4, mais ce n'est pas le cas. On peut voir le moteur Pegasus par l'entrée d'air. C'est un gros moteur qui fournit toute la poussée de l'avion. Si on regarde du côté droit, on aperçoit ce qu'on appelle les buses. Il y a une buse chaude derrière, ici, et une buse froide devant. C'est identique de l'autre côté. Il y a donc 4 buses qui dirigent la poussée de l'unique moteur. On a ici une poussée vers l'avant, comme dans tous les avions rapides, et on peut abaisser les buses à l'aide des commandes situées dans le cockpit pour les atterrissages et les décollages à la verticale. Tout le poids de l'avion est maintenu en équilibre en dirigeant la poussée du moteur vers le sol.
Lorsque le Harrier se met en vol stationnaire, la poussée du moteur va principalement aux 4 buses du fuselage. Une fois en vol stationnaire, il faut contrôler l'avion. On y parvient en détournant une partie de la poussée vers ce qu'on appelle les buses à jet d'air pulsé. Il y en a au bout des ailes, dans l'empennage et aussi dans la partie avant. Et ça permet de contrôler l'avion dans les 3 axes en vol stationnaire. Sinon, l'avion tomberait. Il reposerait sur un pilier de poussée et on ne pourrait pas contrôler les mouvements de roulis, de tangage et de lacets. En dirigeant une partie de la poussée vers les buses à jet d'air pulsé, le pilote peut maintenir l'équilibre de l'avion en vol stationnaire. Il peut même effectuer des manœuvres délicates et voler à reculons. Lorsque le Harrier est plein d'armes et de carburant, la poussée n'est plus suffisante pour décoller à la verticale. Dans ce cas, il peut s'élancer d'une piste beaucoup plus courte de 450 mètres. En vol stationnaire, le pilote du Harrier doit intervenir sans cesse, surtout lors de manœuvres sur le pont d'un porte-avions. L'avion ne peut pas faire de vol stationnaire et atterrir seul, et le pilote doit veiller à bien des choses. Il doit être capable de manœuvrer l'avion au-dessus d'une très petite surface et de s'y poser. Le pilote doit donc intervenir beaucoup plus que dans les autres appareils. Le Harrier est doté d'une commande unique. Elle est placée près de ma cuisse gauche et elle contrôle l'orientation de la buse, une composante fondamentale du Harrier. C'est une très petite commande et avec le manche à balai et la manette des gaz, c'est probablement la commande la plus importante de l'avion. Le Harrier peut aller partout dans le monde. Il peut décoller de presque tous les types de terrains. Il a fait ses preuves lors des conflits dans le désert, dans les climats tempérés et dans l'Arctique. Il peut aussi décoller d'un navire. Il peut se poser presque partout et il peut transporter beaucoup d'armes. On peut concurrencer les meilleurs. On a un bon rayon d'action, on peut voler très haut et emporter des armes de précision dans les zones de combat. Comme le F-15, le Harrier vieillit. Et par rapport aux normes actuelles, il exige beaucoup d'intervention du pilote, qui devrait plutôt concentrer son attention sur l'ennemi. Le fait qu'il ne puisse pas dépasser le mur du son le désavantage par rapport aux avions plus rapides. La solution, le F-35, le Joint Strike Fighter, ou JSF, le seul avion supersonique pouvant aussi décoller et atterrir à la verticale. Cet avion est encore au stade de la mise au point, mais ses concepteurs sont convaincus qu'il s'agit de l'avion de combat de demain. Lieutenant-colonel Tomasetti, des Marines, pilote d'essai du programme Joint Strike Fighter. En 2001, le lieutenant-colonel Tomasetti a fait sa marque dans l'histoire de l'aviation. Aux commandes du prototype du JSF, il a été le premier à effectuer un décollage court, suivi d'un vol supersonique, puis d'un atterrissage à la verticale lors d'une même mission. Ça illustre la polyvalence de cet avion supersonique qui peut aussi atterrir et décoller presque partout. Le JSF a réussi cet exploit grâce à son extraordinaire système de propulsion basé sur les mêmes principes que celui du Harrier. Le moteur est doté d'une grosse buse arrière, orientable à la fois vers l'arrière et vers le bas. Mais il possède un nouvel élément par rapport au Harrier. Une énorme soufflante placée juste derrière le pilote et alimentée par le moteur. La soufflante de sustentation permet d'obtenir une énorme poussée du système de propulsion et elle s'acquitte du maintien à la verticale de l'avion, lui permettant ainsi de soulever des charges plus importantes que tout autre avion jusqu'ici. La soufflante est activée lorsqu'on ouvre les volets juste derrière le pilote. L'air est alors aspiré vers le bas et poussé sous l'avion. Avec la buse arrière, l'avion est ainsi soutenu par 2 piliers de poussée. En plus de pointer directement vers le bas, la buse arrière peut pivoter et osciller, permettant ainsi à l'avion de tourner complètement sur lui-même. L'avion peut voler de côté ou reculer juste en orientant la buse arrière. En vol stationnaire,
ce sont les ordinateurs de bord qui contrôlent l'avion. Contrairement aux avions précédents, comme le Harrier par exemple, où le pilote doit contrôler l'orientation de la poussée et intervenir afin que l'avion effectue ses manœuvres, le pilote du JSF n'a qu'à demander d'aller vers l'avant ou vers l'arrière, de tourner à gauche ou à droite, et les ordinateurs s'occupent d'activer les composantes de l'avion nécessaires à ces manœuvres. Désormais essentiels dans tous les avions de combat, les ordinateurs de bord ont révolutionné les combats aériens. Ils font maintenant voler des avions que des humains seuls ne pourraient pas maintenir en vol. Le premier avion à exploiter les ordinateurs de vol a été le F-16 Fighting Falcon. En fait, il ne peut voler sans ses ordinateurs. Les F-16 du 4e escadron de chasse de la base aérienne, située près de Salt Lake City, dans l'Utah, sont parés à se rendre dans une zone de guerre à tout moment. Major Tom Hagen, pilote du 4e escadron de chasse. Le Major Tom Hagen pilote des F-16 depuis 10 ans. À l'origine, le F-16 devait être un avion de chasse léger et économique. Au fil des années, il a évolué et c'est maintenant un système armé de très haute technologie. Nous larguons diverses pièces d'artillerie air-sol et c'est un avion très dynamique. Le Major Tom Hagen et 3 autres pilotes de F-16 participent à une mission de bombardement d'entraînement. Pour rester alerte, ils volent au moins 3 fois par semaine. À chaque mission, même lors de l'entraînement, ils risquent un accident, voire la mort. Le principal danger, c'est le sol. Notre grande préoccupation lorsqu'on vole à basse altitude, c'est de ne pas percuter le sol. Il est essentiel de rester pleinement conscient de sa position par rapport au sol et par rapport aux autres. Les F-16 du 4e escadron sont des bombardiers d'attaque conçus pour éliminer des cibles au sol. Notre principale tâche consiste à larguer des bombes guidées par laser surtout. On transporte presque tous les genres de bombes imaginables. 2 genres de missiles air-air et des fusées de marquage de cible. Presque tous les types de munitions auxquels on peut penser, on les transporte dans cet avion. Le F-16 est un avion d'une agilité extrême grâce à un concept révolutionnaire. Sa cellule est conçue pour ne pas rester dans les airs. Les chasseurs traditionnels, comme le F-15 ou les avions civils, ont des cellules aérodynamiques stables qui adoptent toujours une position sécuritaire lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes. Le F-16 exploite une approche conceptuelle radicalement différente. Sa cellule instable cherche constamment à s'incliner et à pivoter, et cette propension à tourner aide l'avion à effectuer des manœuvres complexes. Évidemment, plus le concept privilégie l'instabilité, moins l'avion tend à se redresser et à rester en vol. Seule solution, un puissant ordinateur de bord corrige constamment l'instabilité inhérente en faisant bouger le volet, le gouvernail et les ailerons plusieurs milliers de fois par seconde, en plus des interventions du pilote. Sans cet ordinateur, le F-16 tomberait, littéralement. Du point de vue des pilotes, c'est un avion très stable. Du point de vue de l'aéronautique, c'est un avion instable. Doté d'un seul moteur très puissant, le F-16 est beaucoup plus petit et plus léger que le F-15. Eh bien, il a une forte accélération et il peut faire des manœuvres complexes. Il est difficile d'imaginer la sensation qu'on éprouve quand on s'élance sur la piste. Le moteur a une chambre de post-combustion. En mode post-combustion, on a une poussée d'environ 12 700 kg. Il peut atteindre une vitesse de 800 nœuds et Mach 2. C'est donc aussi un chasseur très rapide. Contrairement au F-15, qui n'est pas conçu pour les manœuvres à basse altitude, le F-16 peut voler à n'importe quelle altitude. Nous volons à toutes les altitudes, à 30 mètres du sol jusqu'à plus de 10 000 mètres. On peut larguer des bombes très près du sol ou à très haute altitude.
Les utilisations qu'on en a faites pendant plusieurs conflits depuis une vingtaine d'années ont montré que cet avion est extrêmement dangereux. Comme le F-15 et le Harrier à décollage vertical, le F-16 est un avion de combat de première ligne très efficace. Mais il souffre de la même faiblesse, on peut le repérer au radar, et il est alors vulnérable aux tirs de la DCA ou aux missiles sol-air. La seule manière d'éviter d'être repéré par les radars, c'est d'être invisible, de devenir furtif. Le seul moyen infaillible d'éviter d'être abattu lors d'une attaque derrière les lignes ennemies, c'est de passer inaperçu, d'être invisible. À l'orée du désert de White Sands, au Nouveau-Mexique, la base aérienne Holloman abrite l'avion de combat le plus extrême jamais réalisé. Le bombardier furtif F-117 Nighthawk. Un avion si étrange qu'en apercevant le prototype, les pilotes ont pensé qu'il s'agissait d'une blague. Malgré son allure de vaisseau spatial, le F-117 représente la suite logique de l'évolution du F-16, un bombardier d'attaque, invisible au radar. Je suis le Major Trey Urso et je pilote un avion furtif F-117. Le travail du Major Urso consiste à évaluer le F-117. Le F-117 a été conçu et construit pour survoler les régions les mieux protégées de la Terre. Son design optimise sa capacité à pénétrer dans ces zones sans se faire repérer, suivre et abattre par l'ennemi. La clé de sa réussite, c'est sa forme. Des bords et des surfaces qui ne reflètent pas les ondes radar. Il a été conçu afin de pénétrer dans des espaces aériens très défendus et de défléchir ou d'absorber, grâce à son revêtement, les ondes des radars ennemis qui le traquent. Toutes les parties en saillie offrent une emprise à la détection par les ondes radar. Et on a mis au point un design vraiment intelligent qui veille à optimiser tous les bords, de sorte qu'ils aient le moins d'aspérité et que l'avion ait une surface équivalente radar nulle pour les radars de l'ennemi. Toutes les formes irrégulières, comme les réservoirs de carburant ou les armes, sont dissimulées au cœur de l'avion. Et comme les moteurs sont cloisonnés, l'avion est presque silencieux pour tout observateur au sol. Heureusement, si jamais l'ennemi entend un F-17, les bombes auront déjà été larguées et on sera de retour vers la maison. Afin de minimiser davantage les risques de détection, le F-117 n'attaque que la nuit et seul. On voit les choses de manière complètement différente quand on pilote cet avion. Contrairement aux autres chasseurs de première ligne, on opère en solitaire. On entre dans les zones de combat et on en sort par des routes optimisées afin de maximiser nos chances d'y aller et d'en revenir sans être repérés et sans avoir à affronter l'ennemi. Comme ils attaquent à la faveur de l'obscurité, ils recourent à la vision nocturne pour identifier les cibles. Le F-117 utilise des systèmes de visée et de poursuite à l'infrarouge. On a un affichage vidéo de ce qui se trouve devant nous. Lorsqu'on voit l'ensemble de la zone vers laquelle on vole, on peut diriger l'avion et converger vers la cible. On aperçoit la cible en noir et blanc et on peut recourir à l'artillerie lorsqu'on l'a identifiée visuellement. À l'origine, lorsqu'on a conçu le F-117, la priorité était de le rendre furtif. Le modèle qui en a résulté était incroyablement instable. Mais l'expérience dérivée du F-16 a permis aux concepteurs de faire voler l'étrange cellule anguleuse à l'aide d'ordinateurs de vol perfectionnés. Le F-117 ne peut pas voler sans l'aide de ces ordinateurs. C'est un avion à commande de vol électrique qui est complètement désorienté sans ses ordinateurs de bord. En zone de combat, quand on se concentre sur l'acquisition des cibles, on est en mode de pilotage automatique et on laisse l'avion entrer et sortir seul de ces zones très défendues.
Seul, sans ordinateur pour maintenir l'avion en vol, le pilote risque d'être submergé de données et de rater la cible, et même de se tromper de cible. Aucun autre pays ne possède d'avion comparable. Aucun autre avion actuellement en service n'a les capacités de cet avion. Le F-117 a révolutionné l'avion de combat. Son utilisation en zone de combat a montré l'efficacité de la furtivité radar sur le plan militaire. Pourtant, même cet avion extraordinaire ne peut tout faire. Comme le Harrier, il n'est pas supersonique. Et si on le repère à l'œil nu, il est vulnérable aux autres avions de combat, car il n'a pas de pièces d'artillerie. Il fallait un avion de combat rapide et furtif, le FA-22 Raptor. Les concepteurs américains du FA-22 se sont dépassés pour réaliser le premier avion d'attaque air-air doté de furtivité radar et le premier avion furtif supersonique. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Dave Rose et je pilote le FA-22 Raptor. Le lieutenant-colonel Rose fait partie de l'équipe de pilotes d'essai du FA-22. Le F-22 Raptor sera le premier avion à intervenir. Il va éliminer toute menace de l'espace aérien et il pourra aussi, grâce à son arsenal air-sol, éliminer toute menace potentielle. Cet avion est la résultante de 2 décennies d'études et d'essais et il intègre les meilleurs éléments de tous les avions de combat actuellement en service. Ce qui rend le Raptor si spécial, c'est qu'il intègre tout ce qu'on a appris depuis le début des combats aériens et les caractéristiques que nous souhaitons, en tant que pilote de chasse, dans un même appareil. La furtivité radar existe depuis longtemps. Le F-22, qu'on dit de 4e génération, intègre toutes les leçons du passé. Grâce à sa forme et à ses commandes, il peut non seulement ne pas être repéré ou être repéré très tard par les radars ennemis, mais il conserve cette capacité. Ce n'est donc pas seulement pour une mission, il faut que cela dure. Le F-117 devait sa furtivité à ses rebords anguleux. Mais grâce au progrès de la technologie, le FA-22 peut avoir des surfaces aérodynamiques plus familières, tout en restant invisible au radar. Le Raptor transporte des systèmes de détection très puissants qui peuvent balayer l'espace aérien jusqu'à 1200 km à la ronde. Cette capacité de repérage des ennemis à très grande distance, conjuguée à l'invisibilité radar, procure un avantage insurmontable aux pilotes du FA-22. Le premier avantage du Raptor, c'est que l'ennemi ne nous voit pas. Je le vois, mais il ne me voit pas. S'il le faut, je peux prendre l'initiative d'attaquer et de chasser l'ennemi. Je peux m'approcher et l'avoir dans mon champ visuel, et grâce à la maniabilité de l'avion, je peux éliminer très vite cette menace et quitter ce secteur, sans perdre un instant. Contrairement au F-117, son prédécesseur, le Raptor est très rapide. Il est doté de 2 moteurs très puissants qui produisent 32 000 kg de poussée. Il bénéficie également d'un perfectionnement secret appelé Super Cruise ou Super Croisière qui lui permet de rester en vol sans chambre de post-combustion. Le Raptor a été conçu pour manœuvrer à haute altitude, à plus de 15 000 mètres, et il grimpe en utilisant ce qu'on appelle la super croisière. Cela consiste essentiellement à voler en mode supersonique sans recourir à la post-combustion, donc en consommant peu de carburant. La super croisière offre un autre atout lors des combats. La nuit, si j'active la post-combustion, à bord des F-15 que je pilote depuis 18 ans, cela produit une grosse flamme à l'arrière. Tout le monde me voit et je suis alors vulnérable aux tirs des hommes armés au sol et aux missiles sol-air. En volant vite, sans produire cette grosse flamme à l'arrière, en super croisière, je suis beaucoup moins vulnérable à ce genre d'attaque. Comme le F-16 et le F-117, le FA-22 a une cellule très instable et il ne vole que grâce aux ordinateurs de bord. On règle le manche à balai et la manette des gaz, et l'ordinateur de bord s'occupe du reste. Cela nous permet de manœuvrer l'avion de manière extrême, de faire notre boulot et de rester aux commandes. Le Raptor a encore un autre atout, l'orientation de la poussée. Inspirée du Harrier, elle dirige la poussée des moteurs vers le haut et le bas. L'avion ne peut pas décoller à la verticale ni voler sur place, mais cela améliore radicalement sa maniabilité.
L'orientation de la poussée permet au Raptor de virer plus vite en restant pointé dans la direction voulue. Dans les manœuvres de base, lors des affrontements réguliers, le premier qui met l'autre en joue remporte le combat. Grâce à l'orientation de la poussée, l'avion se manœuvre 2 fois mieux que les autres appareils. À plus de 120 millions de dollars américains par appareil, le FA-22 est l'un des avions militaires les plus perfectionnés jamais construits. Il est beaucoup plus redoutable et sophistiqué que tous les avions ennemis qu'il risque d'affronter. Le simple fait de savoir qu'il aura affaire à un Raptor peut convaincre l'adversaire de laisser son avion au sol. Le FA-22 Raptor nous permet d'aller sur les lieux, d'enfoncer la porte et d'éliminer les menaces dès qu'elles surgissent. C'est une arme meurtrière, une dissuasion létale. Contrairement aux États-Unis qui ont privilégié la furtivité pour le FA-22, la Grande-Bretagne et ses partenaires européens ont préféré la super maniabilité pour leur propre avion de combat, l'Eurofighter Typhoon. Il peut effectuer des vols supersoniques continus, réaliser des manœuvres complexes à de fortes accélérations G, et il est doté de l'interface de pilotage la plus sophistiquée qui soit. Craig Penrith, pilote d'essai du projet Eurofighter Typhoon. Craig Penrith est stationné à la base aérienne de Preston, où il procède aux essais en vol du Eurofighter. C'est le rêve de tout pilote. Ça peut sembler banal, mais c'est vrai. Le cockpit qui vous renseigne sur tout ce qui se passe autour de vous, le potentiel tactique grâce à la poussée et la maniabilité, le pilotage sans effort, tout ça en fait un avion merveilleux, formidable à piloter. Plusieurs avions de combat, comme le F-15 et le F-16, sont très maniables, mais en vol subsonique seulement. Ce qui démarque le Eurofighter, c'est qu'il peut effectuer toutes ses manœuvres en vol supersonique. Quand on pilote cet avion de manière dynamique, la vitesse angulaire de roulis est franchement renversante. On se croirait dans une essoreuse. Si on n'y prend pas garde, le roulis nous colle la tête sur la verrière. L'avion peut produire une force de 9 G, 9 fois la force de gravité. C'est un virage très serré si on s'exprime en langage plus courant. 9 G, c'est la limite physiologique actuellement reconnue. Le F-15 et le F-16 peuvent aussi engendrer une force de 9 G, mais pendant de brèves périodes seulement. L'Eurofighter est différent. Il peut voler longtemps à 9 G. Pour demeurer conscient, les pilotes doivent porter une combinaison conçue spécialement pour contrer les forces G du Typhoon. L'un des inconvénients de cette agilité et de ces forces G, ce sont ses effets étranges sur le corps. Au fil des années, on a donc mis au point divers systèmes de protection contre les forces G. L'Eurofighter étant un avion qui produit beaucoup de forces G, on doit évidemment tout mettre en œuvre afin d'éviter que le pilote perde conscience. En plus du pantalon anti-G, nous avons des bottes gonflables. On branche la botte au pantalon ici, et cela pousse l'air dans les sacs gonflables des bottes. En gonflant, la botte se resserre sur mon pied et cela accroît l'efficacité de cette combinaison de protection contre les forces G. Les deux se complètent. La fermeture à glissière est différente, car on la ferme de haut en bas afin qu'elle ne glisse pas à cause de la gravité. Elle se ferme donc en bas et me maintient en place. Nous avons un casque de vol qui nous protège en cas de choc et qui sert aux communications. Cet avion nous emmène à des endroits où on ne survivrait pas sans cet équipement. Cette combinaison maintient le pilote en état d'alerte, même s'il est soumis à une accélération de 9 G presque indéfiniment. Ce qui est essentiel lors d'une mission à 12 000 mètres. L'Eurofighter est une machine à tuer qui transporte des missiles air-air, des missiles air-sol et des bombes anti-chars. Le système de visée de ces armes s'affiche dans le collimateur de pilotage ou directement dans la visière du pilote afin qu'il puisse viser et faire feu sans baisser les yeux. En combat tournoyant, on ne veut surtout pas quitter l'adversaire des yeux car il pourrait agir pendant qu'on ne le regarde pas. Il y a tellement de pilotes qui ont perdu un combat parce qu'ils ont baissé les yeux pour vérifier leur altitude, leur vitesse ou le niveau du carburant et lorsqu'ils ont regardé dehors de nouveau, l'ennemi avait disparu.
On n'a pas à faire ça grâce à notre casque. On peut garder le regard fixé sur l'ennemi et toutes les données s'affichent dans notre champ de vision. C'est un avantage tactique énorme. Avec ses deux moteurs produisant une poussée totale d'environ 18 000 kg, l'Eurofighter peut atteindre 2125 km/h, presque 2 fois la vitesse du son. Quand on relâche le frein sur la piste, à la pleine puissance des moteurs, on accélère à 30 nœuds par seconde. En langage automobile, c'est 0 à 160 km/h en 3 secondes. C'est renversant. On est rivé à son siège au décollage et il en résulte qu'on peut grimper à 12 000 mètres en moins d'1 minute, à 8 km à peine de la piste de laquelle on a décollé. C'est comme une fusée. Cette accélération stupéfiante amène le pilote aux zones de combat très rapidement. Si on traduit ça dans le contexte des combats RR essentiellement, l'avion qui grimpe plus vite et plus haut peut tirer le premier. Donc plus je vole haut et vite, plus j'accrois la portée des missiles lancés à partir de mon avion. Je veux donc grimper le plus haut, le plus vite possible. Et c'est alors que la poussée excédentaire s'avère toujours bénéfique. Vision vitale et vitesse superbe, on ne peut affronter ce qu'on ne voit pas et si on n'est pas rapide, on ne peut vaincre. La post-combustion du Typhoon lui permet de franchir le mur du son sans effort. La vitesse supersonique, c'est juste un chiffre. Il ne se passe rien, les commandes ne s'inversent pas, il n'y a pas de voile floue, rien ne vibre. L'avion franchit le mur du son en douceur, imperceptiblement, mais on parvient à destination très vite. On est en mode supersonique en moins de 2. Comme le FA-22, l'Eurofighter peut rester en vol supersonique sans post-combustion grâce aux super croisières. En plus d'économiser le carburant, cela réduit la signature infrarouge de l'avion, qui est alors moins vulnérable à l'artillerie anti-aérienne. L'Eurofighter n'est pas furtif. Ce n'est pas nécessaire. Il peut effectuer toute sa mission en vol supersonique et il est conçu pour combattre à distance. Aucun pilote digne de ce nom ne tient à engager de combat tournoyant, mais c'est une possibilité à laquelle on doit se préparer. Les vrais pilotes de chasse veulent grimper le plus haut et le plus vite possible, faire feu en premier et rentrer bravement à la maison pour prendre le thé et récolter les médailles. Mais il y aura des situations où il faudra s'approcher ou engager un combat tournoyant. En plus de voler haut et vite, on peut effectuer des manœuvres très serrées en combat tournoyant. Comme d'autres avions de combat modernes, l'Eurofighter a une cellule essentiellement instable. Son aile delta et ses deux petits canards à l'avant sont le secret de son incroyable maniabilité. Pour convertir une masse de 20 000 kg de métal instable en un avion de combat agile, il faut 3 ordinateurs qui commandent l'avion grâce à un logiciel révolutionnaire appelé Carefree Handling, ou pilotage sans souci. Le pilotage sans souci signifie que je n'ai pas à me préoccuper des manœuvres de l'avion. Les ordinateurs de vol vérifient constamment la vitesse et l'altitude et ils réagissent en tenant compte de l'appareil. Je n'ai donc pas à craindre d'excéder certaines limites. L'avion veille sur moi. On lui indique l'endroit où on veut aller, on lâche le manche à balai et l'avion maintient le cap. Tous ces éléments, le pilotage sans souci, la poussée des moteurs, la performance de l'avion, allègent considérablement la tâche du pilote. Il ne lui reste qu'à manœuvrer l'avion par rapport aux autres appareils. On n'a pas à se préoccuper des limites ni de rien d'autre. On y va et on livre le combat. L'Eurofighter est l'avion de combat ultime. Rapide, maniable et mortel. C'est l'apogée du développement amorcé avec le F-15 il y a une quinzaine d'années. Le F-15 et les autres chasseurs contemporains que j'ai eu le privilège de piloter sont tous de très bons avions. Mais tous les pilotes qui montent à bord de cet appareil vont sentir qu'ils possèdent un avantage indiscutable par rapport à tous ces avions contemporains. Les nouveaux avions de combat sont les aéronefs militaires pilotés les plus perfectionnés jamais produits. Mais ils pourraient aussi être les derniers.
La technologie permet la mise au point d'avions de plus en plus instables, rapides et maniables. Mais il y a un problème. Il ne s'agit pas de l'informatique, de la conception des cellules ou des matériaux. C'est la physiologie humaine. Le corps humain ne peut tout simplement pas résister aux énormes forces G que ces avions pourront générer. Le JSF, le Raptor et l'Eurofighter pourraient bien être les derniers avions de combat jamais pilotés par des humains. Les avions de combat de demain seront peut-être sans pilote.